A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalam ala rasulillah. Chers amis et téléspectateurs d'Al-Bayan, recevez la paix chez vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue à Point Hebdo, votre magazine d'information sur la télévision Al-Bayan. Au sommet, 3 sujets comme d'habitude, chers téléspectateurs. Le premier est sur la conférence africaine, la 3e pour la paix de Nouakchott, le modèle des imams de Côte d'Ivoire présenté par le Cheikh Aïma Ousmane Diakité. Le deuxième, lutte contre l'incivisme sur nos routes. Le gouvernement ivoirien veut sévir avec la mise en œuvre de la stratégie nationale de sécurité. Et enfin au Burkina, la situation de trop avec l'enlèvement des femmes. Elles ont été retrouvées, alhamdulillah, mais nous en parlons avec nos experts, nos invités, nos consultants. À ma gauche, Adja Aïssata Diaby, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je rappelle qu'elle est journaliste et également consultant en communication dans une structure de l'État. Merci encore une fois de plus. Et puis j'espère que la semaine dernière, ça a été. Ça a été. Inch'Allah. Alors, Maître Camara, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Au barreau de Côte d'Ivoire, également impliqué dans les activités communautaires d'envergure nationale et internationale. Merci une fois de plus. Je vous en prie. Inch'Allah. Et notre éditorialiste et directeur général de Top News Africa, Eladjo Sermi Lassina. Assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci toujours pour vos analyses. Merci, on va commencer avec le premier sujet, c'est la conférence africaine pour la paix de Nouakchott. La 3e du genre, à Nouakchott, la capitale de la Mauritanie. Il y avait le président mauritanien. L'invité spécial était le président du Nigeria, Muhammadu Buhari, d'autres acteurs politiques et religieux, surtout les ulémas venus de toute l'Afrique, sans oublier la jeunesse. On va suivre ce reportage de nos confrères de la VOA et on revient tout de suite. La conférence africaine sur la paix, par le biais de son initiateur, Cheikh Abdellah Ben Beya, président du Forum de Dubaï pour la paix, appelle les gouvernements, intellectuels et peuples africains à s'inscrire dans une dynamique de paix par la multiplication des initiatives de paix à travers le continent. Cela pour vaincre l'extrémisme violent. Un tel défi n'est toutefois relevable que par la multiplication des stratégies antiterroristes. Ce que préconise l'ancien ministre sénégalais des Affaires étrangères, Cheikh Tidiane Gadio, parmi les panélistes de la rencontre. Il est temps que l'Afrique comprenne que le défi qui est devant nous doit être relevé. Il faut qu'on se donne les moyens. Et nous, notre vision, c'est que ça passe par la mutualisation. Arrêtons de proposer des solutions individuelles par pays. Pourquoi on ne peut pas, encore une fois en Afrique, mettre nos forces ensemble, nos esprits, nos cerveaux ensemble, nos moyens ensemble pour nous occuper de cette question, de ce défi qui a commencé avec la Libye, le sud de l'Algérie. Aujourd'hui, ils sont à Cabo Delgado au Mozambique. Encore, la paix en Afrique n'est pas seulement une question de riposte militaire. Il faut aussi vaincre le combat d'idées, notamment chez les jeunes générations, ajoute l'ancien ministre. Il y a une bataille, une guerre des mentalités. Et les jeunes sont des cibles justement de ces gens qui veulent les pervertir, les amener vers le pessimisme. Combien de jeunes ont renoncé à tout espoir, à tout rêve de devenir quelque chose, quelqu'un en Afrique? Des jeunes qui ne rêvent que de partir. Que de partir. Parce que c'est comme si on leur a dit, vous n'avez rien à attendre de votre continent, de ses richesses, de sa beauté, etc. Votre avenir est ailleurs. Ce n'est pas vrai. Leur avenir, leur destin, c'est l'Afrique. Léa fait partie de ces jeunes qui assistent à la conférence. C'est-à-dire que les forces armées qui sont là pour notre sécurité, c'est bien, mais il faut absolument restaurer le dialogue entre les jeunes et la gouvernance. Sinon, on n'y arrivera pas, parce que c'est les jeunes qui sont les acteurs, c'est les jeunes qui sont notre avenir, et sans eux, rien n'est possible. L'invité d'honneur de la 3e édition de la conférence est le président nigérian Muhammadu Buhari, dont le pays fait face au groupe djihadiste armé Boko Haram, aux conflits intercommunautaires et d'autres menaces à la paix intérieure. Mohamed Diop pour VOA Afrique, Nouakchott. Voilà, merci à nos confrères de la VOA qui nous font l'amitié d'avoir cet élément depuis Washington. Alors, Maître Camara, parmi les ulémas qui ont pris part à cette importante conférence,
Il y a eu le cheikh Haïma Ousmane Diakité, le guide de la communauté musulmane nationale, qui était accompagné d'une forte délégation, notamment son secrétaire exécutif, l'imam Daoud Kone, et bien évidemment le cheikh Dr Fatiga Raïs. Alors, le modèle des imams a été présenté notamment par le cheikh Haïma. Que pensez-vous de cela déjà et quels commentaires faites-vous de cette présentation qui a été faite à Nouakchott lors de cette importante rencontre? D'accord, je vous remercie. Ce que je souhaite faire, hein, si vous permettez, ça nous permet de situer l'environnement global. Nous sommes dans un cadre de lutte contre l'extrémisme violent, contre la radicalisation, contre le terrorisme. Cette lutte, de mon point de vue, a 3 branches. La première, c'est bien entendu la lutte armée, parce que quelqu'un qui vient vers toi avec des armes, tu es obligé de te défendre. Cette partie-là relève de la responsabilité de l'État de Côte d'Ivoire, qui prend de nos États, de tous les États qui sont concernés par cette difficulté. Donc, ils se donnent les moyens au titre des armements, au titre de la formation de leurs militaires, parce que c'est une guerre asymétrique, hein, au titre de la formation de leurs militaires par rapport à ça, mais également au titre du renseignement. C'est pour cela que quand le ministre Cheikh Tidiane Gadio parle de mutualisation, c'est important parce que puisque eux, ils n'ont pas de frontières en tant que telles, nos frontières sont poreuses. Aujourd'hui, ils sont d'un pays, une autre fois, ils sont dans un autre. C'est pour ça même on parle de la zone des 3 frontières, etc. Si vous avez un même groupe armé qui tourne entre 3 frontières, que vous n'êtes pas capable, vous 3 États, de mutualiser vos éléments, vous pouvez être en difficulté. Donc ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est la lutte contre la pauvreté. C'est la lutte contre la pauvreté parce que c'est la pauvreté qui constitue le terreau fertile de cette radicalisation. En Côte d'Ivoire, je prends un cas spécifique. Vous avez à un moment donné ce qu'on appelait l'orpaillage clandestin, etc. On a étudié des cas où des gens viennent, bon, nous on est armés, on va vous protéger, exploiter, et puis on va reprendre, etc. Pendant ce temps, ceux qui sont censés, en fait les forces de l'ordre traditionnelles viennent, et comme c'est interdit, ils sont obligés de sévir. Quand ils se retrouvent face à des gens qui leur disent non, c'est nous qui sommes de votre côté, c'est nous qui sommes vos amis, c'est à nous de faire en sorte que vous puissiez travailler en paix, ils croient que c'est ceux-là leurs amis, alors que ceux-là ont un objectif autre que leur protection. Donc, c'est pour cela qu'il faut féliciter le gouvernement à travers ce qu'ils ont mis en place comme les écoles chantiers pour dire cette activité elle est illégale. Qu'est-ce que nous faisons pour la légaliser, pour faire en sorte qu'on puisse les accompagner plutôt que de les réprimer. Le troisième? Ça, c'est les aspects qui relèvent donc de la capacité du gouvernement, mais l'autre aspect qui relève de la communauté, mais où la communauté doit travailler donc avec le gouvernement, c'est la détection donc des personnes radicalisées. Ça, c'est un travail important à faire. Il y a des études qui ont été faites qui permettent de savoir à quel moment le processus est en cours. La frontière est très mince. Il faut faire en sorte d'éviter qu'il y ait un amalgame et qu'il y ait une stigmatisation d'une communauté donnée. Il faut qu'on puisse extirper. Ça, c'est l'aspect de l'État. Inch'Allah. Ensuite, je fais vite. Pour terminer. Vous avez la contribution. Donc ça, c'était le deuxième point. Donc vous avez la contribution des imams, des oulémas, et la conférence dont il est question s'inscrit dans ce grand cadre. Et pour cela, il faut déjà qu'il y ait de bons enseignements. Parce que ceux auxquels on a fait n'ont pas la bonne information. Ils n'ont pas lu le même Coran que nous. J'entends certains dire donc que dans le Coran, il y a tout et son contraire. C'est parce qu'ils n'ont pas fait la science du Coran. Il y a des choses qui étaient permises, qu'on a remis en cause après. Il y a des choses qui ont changé, etc. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas le bon enseignement. Et donc le fait que toutes ces autorités puissent se retrouver ensemble et qu'ils puissent échanger, qu'ils puissent confronter les idées est un élément. La Mauritanie a réussi quelque chose, et je termine sur ça. C'est qu'ils ont réussi à mettre en place un mécanisme de déradicalisation. Ce qu'on a arrêté sur le théâtre des opérations, on envoie des oulémas les rencontrer. Toi, pourquoi tu dis que c'est comme ci, c'est comme ça? Et puis on confronte les idées.
Inch'Allah. Et ils se sont rendus compte que pour la plupart, quand ils ont bien compris, ils se sont déradicalisés. Donc le fait d'aller présenter le modèle ivoirien, de mon point de vue, va permettre non seulement d'aider les autres, mais de profiter également des modèles présentés par les autres États pour les appliquer chez nous. Inch'Allah, merci beaucoup à la section arabe d'Al-Bayan qui nous a aidés dans la traduction. Alors, Adja, le cheikh parle de démarche du Conseil suprême des imams dans l'appel de la paix dans son document. Vos commentaires, votre décryptage. Alhamdulillah, je pense que cette conférence-là, ce que je note, moi, c'est que de plus en plus, les musulmans s'approprient cette question du terrorisme. Parce que si nous n'écrivons pas notre vision de la paix selon les valeurs de notre religion, eh bien, la stigmatisation va continuer et le mélange des genres va constituer donc les motivations de ce qu'on appelle l'islamophobie. Donc, c'est bon que nos oulémas se saisissent de ces questions. Mais ce que j'ai noté qui est très intéressant, c'est que cette rencontre-là va au-delà de l'aspect politique. Parce que vous avez des oulémas, donc, comme je l'ai dit, qui s'intéressent de plus en plus à la question, qui proposent des partages d'expériences, mais vous avez aussi des jeunes, vous avez aussi des penseurs qui sont donc associés, qui sont conviés à cette rencontre pour que chacun puisse comprendre la nécessité de construire une paix selon le modèle islamique, selon les cultures, selon le fait que nous partageons des valeurs basées sur notre religion. Donc, le modèle ivoirien est assez intéressant parce que nous sommes dans un pays multiculturel, parce que nous sommes dans un pays ouvert, parce que nous sommes dans un pays où nous avons d'autres religions et nous essayons donc par rapport excusez-moi, nous essayons donc par rapport à ces spécificités construire une nation où nous vivons en harmonie avec les autres. Ce modèle est très intéressant et c'est bon justement que nous puissions donc partager et comme le maître l'a dit, nous enrichir aussi des expériences donc d'autres pays pour ajouter dans notre boîte à outils justement par rapport aux situations auxquelles on pourrait être confronté. Donc cette conférence, je pense qu'elle est assez intéressante, mais surtout il y a eu des ateliers, il y a eu des ateliers thématiques et ces ateliers thématiques-là justement permettent aux jeunes d'entendre un autre langage que ce qu'on veut leur faire comprendre sur la question de l'islam et sur un certain nombre d'aspects qui ne les concernent pas véritablement. Parce qu'il faut dire que derrière ces idéologies, il y a des idéologies politiques cachées. Donc ça aussi, il faut que ce genre de rencontre permette d'ouvrir ces questions-là et que les jeunes puissent comprendre le fondement d'un certain nombre d'idéologies et savoir que ce n'est pas forcément leur vision des choses, mais c'est ce qu'on veut leur faire croire. Inch'Allah. Tout à l'heure, on va avoir la réaction de Nourdine Oyole depuis son lieu actuellement, Sermé. Alors, moi, je note le fait que la Mauritanie soit, par exemple, frontalier avec le Mali, un pays frontalier avec le Mali, avec le Sénégal, avec l'Algérie, que ce pays soit relativement en paix par rapport à la situation que connaît son voisin immédiat qu'est le Mali, que ce pays abrite une telle rencontre symbolique. Symbolique parce que ce pays a nécessairement de l'expérience à revendre, à partager avec les autres pays. Et je pense que c'est ce qui a été fait à Nouakchott avec, n'est-ce pas, la panoplie de savants, d'intellectuels. On a vu l'ex-ministre des Affaires étrangères, Cheikh Tidiane Gadio du Sénégal, partager cette expérience et insister sur notamment la mutualisation des efforts. Comme on l'a dit, ce n'est pas un combat qui est adressé à un seul pays. C'est un ensemble géographique qui est concerné et donc il faut nécessairement la mutualisation des efforts, le partage d'expériences pour venir à bout de ces fléaux qui gangrènent la sous-région, notamment la sous-région ouest-africaine. On va écouter Nourdine Oyole, suivi de la réaction de deux ulémas qui ont pris part à cette importante rencontre. La réunion de Nouakchott est bienvenue. Vous savez que toute action est guidée par l'idéologie, par la pensée. Et toute l'idéologie terroriste que nous voyons aujourd'hui repose sur des argumentaires qui sont développés par certains penseurs
et qui pensent qu'on peut justifier cette action qui est menée aujourd'hui par la violence au nom de la religion. Et il est important que les penseurs, ceux qui sont habilités, légitimés à parler au nom de l'islam, surtout au niveau idéologique, dont la légitimité est reconnue, puissent se réunir, surtout au niveau régional, sous-régional. Et donc, surtout que cette action vient du haut, c'est une très bonne chose. Il y a une coordination sous-régionale et je pense que cela va permettre aux oulémas d'avoir, j'allais dire, les arguments nécessaires, les moyens, à travers les prêches, les conférences, toutes les communications, de pouvoir affaiblir ce positionnement idéologique terroriste qui n'est pas du tout un reflet de l'islam. Donc je pense qu'aujourd'hui, cette action est bienvenue, surtout que c'est la 3e édition. Le plus important, c'est les perspectives. Quand c'est pensé, quand des actions fortes sont prises, il faut qu'au niveau de chaque État, les différents responsables religieux puissent propager cela auprès des différents oulémas, auprès des différents imams, pour qu'eux soient le relais et surtout aient ce positionnement qui ne soit pas en déphasage avec le positionnement au niveau de nos États. Ma présence ici, c'est venir participer dans cette conférence internationale qui appelle tous les oulémas et les savants musulmans et les imams et les chercheurs de venir découvrir la réalité de l'islam et l'islam modéré. Nous sommes toujours engagés au service de la paix comme artisans de paix. Et donc nous allons lutter par tous nos serments et tous nos enseignements pour que la paix, la stabilité et l'amour règnent dans le monde à travers notre enseignement religieux. Je crois que le dialogue est important dans tous les domaines, et surtout en ce qui concerne la paix. C'est l'outil numéro 1. L'idée que ceux qui n'ont pas les mêmes idées puissent parler et résoudre leurs différends le plus vite possible. C'est ça l'idée principale de ce forum. Et je pense que cette approche est pertinente pour le Nigeria. Il y a des appels en ce moment pour encourager le gouvernement à dialoguer avec les terroristes. C'est ce qu'ils ont fait 2 ou 3 fois dans le passé. Et il y a eu des avancées, mais bien sûr, beaucoup reste à faire. La réponse n'est pas nécessairement que militaire. Il faut instaurer une société quand même de justice avec les différentes forces sociales, la société civile, les juifs religieux, les scientifiques, les universitaires. Donc il faut tout ce monde-là pour aujourd'hui en tout cas instaurer un monde de paix. Mais si on n'insiste que sur l'approche militaire, on risque quand même de passer à côté de la paix. Alors Adja, on a l'impression que notre religion est prise en otage par des extrémistes. Alors comment déjà ce sommet, ce type de sommet-là peut impacter notre communauté dans la lutte contre l'extrémisme dans nos différents pays? Parce que même le Congo a été frappé récemment par une attaque terroriste qui se réclame toujours de l'islam. Vous savez, la communication, elle est importante. Toutes ces rencontres, c'est vrai, on va lancer des idées, on va essayer de capitaliser des expériences, mais le fait déjà d'en parler dans les médias, le fait déjà de voir que des oulémas se réunissent, que des penseurs se réunissent, que des intellectuels se réunissent pour parler du terrorisme. Vous savez, pendant longtemps, c'est resté comme un tabou. Quand les questions de Boko Haram, c'est vrai qu'au début, c'était un peu difficile de démêler les différentes implications. C'est resté comme de l'actualité, simplement de l'actualité. Ça n'a pas été très vite analysé comme des faits sociologiques, des faits sociaux, des faits qui pouvaient toucher tout le monde. Donc, le fait d'organiser ce type de rencontre permet d'ouvrir le débat dans les différentes sociétés. Ceux qui sont touchés. Ceux qui sont touchés, tout le monde se sent aujourd'hui, vous savez, alhamdoulilah, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, nous sommes préservés. Mais ce n'est pas pour autant que nous sommes assis. Des initiatives sont prises justement pour essayer de faire en sorte que nos jeunes gens ne se laissent pas appâter par des discours qu'on a diffusés ailleurs dans les pays. Et comme on le dit, nous partageons des frontières. Nous partageons les mêmes réalités à un certain niveau. Donc, il faut déjà préparer nos jeunes pour dire ce qui se passe là, il faut faire attention. Donc, nous ouvrons le débat. Les pays ouvrent le débat. Les pays prennent des initiatives d'anticipation. Les pays prennent des initiatives d'encadrement pour éviter que l'incohérence de ces discours-là ne puisse être adoptée par des jeunes gens. Donc,
Il faut faire en sorte, ces rencontres sont importantes parce qu'elles permettent d'ouvrir le débat. Elles permettent de poser les problèmes. Elles permettent de mettre chacun face à sa réalité, mais permettent aussi de s'enrichir des idées des uns et des autres. Parce que les oulémas diront, vont certainement construire désormais leur discours, leur prêche, en se disant qu'il ne s'agit pas simplement de ressortir toute la législation islamique simplement. Il faut la mettre dans un contexte, de plus en plus. Il faut la mettre dans un contexte justement en adaptant ce discours-là à la cible qu'on a. Et quand on parle aux jeunes, il faut pouvoir adapter ce discours-là à leur niveau pour qu'ils comprennent qu'ils sont concernés et que leur compréhension aussi est importante. Et essayer de corriger ce qui pourrait être l'être pour ne pas justement qu'ils juste écoutent sans s'approprier le discours. Inch'Allah. Donc, ce sont ces ouvertures-là que ces rencontres-là créent et je pense que ça permet à ces questions-là d'entrer dans les sociétés, de prendre place dans les sociétés et d'ouvrir. Malheureusement, maître, souvent, il faut le reconnaître, c'est une vérité absolue. Souvent, l'islam fait peur de l'extérieur. Et ces débats-là, il faut l'amener en interne, chez nous. C'est vrai que le COSIM organise certains colloques, mais est-ce qu'il ne faut pas élargir à toutes ces cibles, les jeunes? C'est vrai que l'AGMC a organisé récemment cette conférence. Il faut l'institutionnaliser pour toujours préserver notre territoire. Oui, il y a ça. Moi, ma principale préoccupation, c'est notre capacité, une fois que nous sommes quittés dans des rencontres internationales comme celle-là, que nous nous sommes enrichis, c'est notre capacité à restituer. C'est notre capacité à restituer, c'est notre capacité à partager, à faire en sorte que tout cela puisse être impliqué. Parce que, je l'ai dit, on connaît le terreau fertile. Ce sont les jeunes. Le terreau fertile, la pauvreté. C'est la pauvreté, c'est le manque d'éducation, c'est le manque de formation, c'est l'oisiveté. Voilà le terreau fertile. Donc, c'est ensemble, pour moi, c'est-à-dire que de tout ce que nous avons à faire, la restitution et tout ça, on peut le faire, on peut aller plus loin. Nous, voilà ce que nous proposons au gouvernement, voilà notre contribution. Le gouvernement qui s'inscrit dans une dynamique de lutte contre la pauvreté, d'aménagement d'un certain nombre d'éléments pour mieux occuper les jeunes, pour faire en sorte qu'ils ne se retrouvent pas être même sensibilisés à des idéologies qui pourraient amener à ce que nous savons, Donc, une fois que nous aurons réussi à apporter cette communauté, que nous travaillerons en synergie avec le gouvernement, puisque c'est notre communauté qui est la principale cible. En ce moment-là, nous aurons atteint nos objectifs. Parce que faut comprendre que ce qui se passe, et nous en avons parlé ici lors d'une émission concernant les attentats de Grand Bassam, etc., c'est pathétique, mais en même temps, c'était un élément important pour nous que ce ne soit pas des Ivoiriens qui aient commis ça. Parce que, en général, ce que les gens font, c'est de s'arranger pour que ce soit chez vous qu'on ait réussi à transformer certains de vos parents, certains de vos frères, certains de vos concitoyens, pour les amener à planter le couteau dans le dos de la nation. Qu'Allah nous préserve. Sermé, on voit que, pour terminer sur ce chapitre, l'Émirat arabe uni qui se projette, qui se positionne comme qui se positionne dans la promotion de la paix, réaction sur ce que Adja et Maître ont dit, et puis le positionnement actuel de l'Émirat concernant le vivre ensemble, la paix dans le monde entre les religieux. Oui, avant d'y arriver, je voulais juste ajouter que au cours de cette conférence internationale, il y a certainement des éléments de langage qui ont été appris. Les uns et les autres ont donné leur expérience, ont partagé leur expérience. Maître l'a dit, mais je voulais particulièrement insister là-dessus, la restitution. Quand on arrive, il faut organiser des séances, surtout dans la partie nord de notre pays. Peut-être que ces imams auraient dû faire partie de la délégation pour mieux apprendre ces éléments de langage qui stigmatisent la communauté. Il y a 3 imams. Hein. Oui, il y a 3 imams. Donc ces imams doivent venir dupliquer, restituer, amplifier ce qui a été appris de l'autre côté au cours de cette rencontre de Nouakchott. Rapidement, pour les Émirats. Les Émirats aujourd'hui sont dans une posture d'ouverture. Une posture d'ouverture aujourd'hui, c'est un pays constitué de 7 Émirats. Aujourd'hui, la richesse de ce pays, basée sur donc, le pétrole, aujourd'hui,
tente, n'est-ce pas, d'avoir une autre ouverture, aller vers, n'est-ce pas, le tourisme religieux, etc. Donc, venir soutenir une telle initiative donne un nouveau regard, n'est-ce pas, à la communauté internationale par rapport à ce pays qui est quand même dans le monde arabique. Donc, moi, je pense qu'ils sont dans cette dynamique avec des événements qu'ils soutiennent, qu'ils organisent depuis un bon moment pour montrer, n'est-ce pas, ce nouveau visage que représentent les Arabes unis. Inch'Allah. En tout cas, nous l'espérons bien. On aura l'occasion d'en parler dans nos prochaines éditions, notamment avec l'un des panélistes ivoiriens, Dr Massiré Doucouré. On a mis tout en œuvre pour l'avoir, mais malheureusement, ce sera pour une prochaine fois. Et on va passer rapidement au deuxième sujet de notre émission, c'est la lutte contre l'incivisme sur nos routes. Le gouvernement ivoirien veut sévir avec la mise en œuvre de la stratégie nationale de sécurité. Vous avez certainement écouté récemment, il y a 48 heures, le compte-rendu du Conseil des ministres. Des dispositions ont été prises pour réduire en néant ce phénomène, malheureusement, qui continue de tuer sur nos routes, à savoir l'incivisme. Sérieusement, on reste avec vous. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Oui, moi je pense que nous sommes dans une nouvelle étape. Il y a eu la phase de sensibilisation. On se souvient encore quand il y a eu donc l'instauration de la vidéo-verbalisation, il y a eu pas mal de sensibilisation, campagne de sensibilisation. Moi, j'ai écouté une conférence du directeur général du Centre de gestion intégrée qui s'occupe de ces questions, qui a essayé d'établir un parallèle par rapport à la situation d'avant instauration de la vidéo-verbalisation, par rapport au comportement des usagers de la route, et même le taux de recouvrement des amendes qui a été donc amélioré avec tout ce système. Mais en dépit de cela, le mal persiste et le gouvernement, l'État veut aller un peu plus loin en instaurant le permis à points, par exemple, qui va rentrer en vigueur le 1er mars, en même temps que le gouvernement, à travers ces mesures, continue de sensibiliser, mais brandit aussi la chicotte à tous les contrevenants à ces mesures qui ont été donc arrêtées par le gouvernement pour une meilleure sécurité routière. Alors Adja, on parle de l'institution d'une semaine de sécurité routière, de 3 à 10 de chaque mois. Également, le débat actuellement, depuis 48 heures, l'utilisation du téléphone au volant, la technologie faisant les choses, le téléphone peut se décrocher quand on est sur les guidons. Bon, l'un dans l'autre, est-ce qu'il ne faut pas mettre l'homme au cœur de tout ce système-là, de sorte à ce que nos routes ne tuent plus? Il faut savoir que c'est de la nature humaine. Hein. Lorsque vous essayez de mettre des vis, le plus important, c'est de voir comment je m'échappe. Je pense que c'est ce qui peut susciter un peu ces débats, parce que quand on a commencé, il fallait éviter, on avait des gens qui faisaient des accidents, justement, qui étaient à la base d'accidents, simplement parce qu'on voulait même écrire des SMS alors qu'on est au volant. Donc, je pense que cette interdiction a quand même permis aux uns aux autres de faire attention, de se rendre compte qu'on ne peut pas gérer à la fois une communication, parce que lorsque vous êtes vous êtes au volant de votre véhicule, vous êtes acteur de toute une situation qui se déroule autour de vous. Il y a vous, comme on le dit, quand vous conduisez pour vous conduisez pour celui qui est devant vous, vous conduisez même aussi pour celui qui est derrière vous, et à gauche, à droite. Donc, vous êtes acteur dans un système qui se met en place. Et lorsque vous êtes dans cette expectative, et lorsque vous décrochez un appel, c'est un peu comme psychologiquement, vous passez à un autre centre d'intérêt qui n'est plus forcément la route, et un autre centre d'intérêt qui vient s'ajouter et qui fait que il vous faut être logique avec celui qui vous appelle, qui vous demande quelque chose, vous êtes obligé de réfléchir, donc vous n'avez plus la concentration qu'il faut pour conduire correctement. Et paf, à une moindre inattention, on se retrouve dans des situations. Bref, ces débats-là, il faut communiquer, etc. C'est tout simplement à dire qu'on ne peut pas faire deux choses en même temps, comme on le dit. Mais au-delà de ça, il faut dire déjà que la gestion, selon la question des morts sur les routes, quand même a évolué. Il faut savoir qu'en 2012, on était à 1500 morts par an. À partir de 2012 jusqu'à 2019, on était à 1500 morts par an. Et avec la stratégie de la sécurité routière 2017-2020, nous sommes passés à 1200 morts. Mais c'est toujours des morts. C'est toujours des morts. Voilà. Et aujourd'hui, avec la dernière stratégie 2021-2025, déjà en 2022, c'est 1050. C'est toujours 1000, c'est toujours trop. Mais on voit déjà qu'il y a une tendance baissière. Mais ce qu'il faut faire, c'est que la phase de répression, c'est vrai, il faut la mener, mais il faut que les acteurs jouent le rôle. D'abord, il faut
La phase de sensibilisation, c'est vrai et tout ça, mais la stratégie elle-même doit être diffusée le plus largement possible. Moi, je dirais par exemple au gouvernement à ce que le contenu de cette stratégie-là soit disponible même dans les supermarchés. Qu'elle soit disponible partout où le citoyen peut avoir accès à cette information. Parce que je suis sûr que ceux qui ont les motos ne savent même pas qu'ils ont obligation d'avoir le permis A avant d'acheter une moto et avant de la rouler. Et ils doivent avoir une assurance. Beaucoup ont des motos, mais ils ne savent pas. Donc, il faut que ces informations-là soient le plus largement diffusées. Deuxième chose, ceux qui sont amenés à la phase de répression doivent jouer le rôle de la répression. Parce qu'en Côte d'Ivoire, malheureusement, les questions de répression, quand vous commencez à dire, bon, on va voir combien de temps ça va durer. Parce qu'on a une question, un problème de durabilité dans l'action. Voilà, donc je pense qu'il faut que les acteurs jouent le rôle et que les mesures qui sont mises en œuvre puissent être effectivement mises en œuvre pour porter les fruits, mais dans une durée assez longue, pour que nous puissions perdre des habitudes. Parce qu'on n'arrive pas à perdre de mauvaises habitudes, parce qu'on commence, et à un moment donné, on se rend compte qu'on est revenu à la case départ et qu'il n'y a pas eu d'effet. Inch'Allah. Inch'Allah. En tout cas, moi, en tout cas, j'ai vu une image, un maître à Korogo, j'ai vu le ministre Amadou Koulibaly, le ministre de la Communication, lui-même sur le terrain en train de sensibiliser. C'est-à-dire quand celui qui est sur une moto, il n'a pas de casse, il dit voilà, il faut faire ceci, il faut faire cela. Alors, ce qui m'intéresse, maître, c'est un cas de jurisprudence. Ça fait débat. Que dit la loi? Doit-on prendre le téléphone? Est-ce qu'on peut décrocher le téléphone automatiquement? Qu'est-ce qu'il faut faire? Sur les réseaux sociaux, le débat a commencé. Même les cyberactivistes s'y ont mis pour que les gens expliquent. Parce qu'il y a une vidéo d'une autorité de la police qui explique à ses agents, voilà comment il faut faire. Celui qui viole la loi, automatiquement, il paie les 10 000 francs. Ce qui est intéressant à la matière, c'est que au moins on sait qu'il y a une loi. La loi, il y a le test et puis il y a l'esprit. Ceux qui ont fait cette loi-là, l'objectif, c'est qu'on ne téléphone pas au volant. C'est tout. C'est ça l'objectif. Oui. Après, tu interprètes, non, la loi n'a pas dit si. L'esprit qui a gouverné cette loi dans sa prise, c'est qu'on ne téléphone pas au volant, parce que téléphoner au volant est un risque supplémentaire d'accident. C'est mon opinion. Après, c'est pour ça justement qu'il y a des avocats, qu'il y a d'autres, on n'est pas d'accord, on vient, l'interprétation de la même loi devant une autorité judiciaire faite selon un angle comme par un autre permet de rendre une décision en fonction de tel point ou de tel autre. Mais je dis simplement que l'esprit, c'est qu'il n'y ait pas d'appel quand on est au volant. Premièrement, il y a dans cette stratégie beaucoup d'éléments. Moi, ma crainte plutôt, c'est qu'on puisse se donner les moyens pour faire en sorte que les décisions qui sont prises dans le cadre de cette stratégie puissent être effectivement implémentées. On parle de contrôler le taux d'alcoolémie au volant. Ça s'accompagne avec du matériel. On dit l'acquisition supplémentaire d'éthylotest. L'acquisition supplémentaire, ça veut dire que nous reconnaissons qu'en l'État, nous n'en avons pas assez pour procéder effectivement à ce contrôle. Mais il y en a quand même. Hein. D'accord. C'est ce que j'ai dit. Pour moi, il faut mettre l'accent sur les moyens que nous allons nous donner. On parle du passage au permis à point. Il y a eu une mise au point qui m'a rassuré. Il a été dit clairement que ce ne sont pas de nouveaux permis. Ce n'est pas que ça va faire des frais supplémentaires pour le contribuable. C'est digitalisé. Voilà, ce n'est pas que des frais supplémentaires aux contribuables. Mais en même temps, où on a expérimenté ça, là d'où nous nous sommes inspirés, il y a moyen, une fois que vous êtes sifflé sur place, au regard des informations que vous avez, de contrôler tout de suite. C'est-à-dire qu'il vous reste combien de points sur votre permis et de pouvoir vous impacter directement. Donc ça, je dis, c'est bon d'avoir toutes les mesures, donnons-nous les moyens pour pouvoir les mettre en exécution. Maintenant, l'insubordination, en fait, l'instauration, comme on a dit, il y a un point très important que le juriste que je suis ne peut pas laisser passer. C'est l'instauration des tribunaux de simple police. L'opérationnalisation du tribunal de simple police en vue de réprimer efficacement les infractions routières et d'améliorer
sensiblement la sécurité sur les routes. C'est ça. C'est-à-dire qu'on est en train de dire quoi? Le tribunal de Saint-Police, c'est un tribunal qui est constitué d'un seul juge. C'est-à-dire, la procédure est plus rapide. Parce qu'aujourd'hui, tant que dans ton accident, il n'y a pas eu mort d'homme, tu ne viens pas au tribunal. Et ça, pour ça, il a fallu que le ministre prenne une circulaire pour dire, pour chaque accident où il y a mort d'homme, arrêtez immédiatement ces personnes-là pour qu'ils viennent répondre devant la loi. Mais sinon, les gens, ils font des accidents, on les a vus, ils conduisent, il a mal, on sait qu'il a fait exprès, qu'il a créé des difficultés, etc. Mais il s'en sort tranquillement, il ne paye pas d'amende. Mais là, ce qu'on est en train de dire, c'est que pour chacune de ces infractions désormais, tu vas passer devant un juge et tu ne sais pas ce que tu risques parce que le code a prévu non seulement des amendes, mais a prévu d'autres formes de répression. Donc l'opérationnalisation de ce tribunal de Saint-Police va permettre de faire comprendre aux gens que ce que tu es en train de faire, tu as des responsabilités. On n'est pas obligé que dans ton accident, il y ait mort d'homme ou qu'il y ait des blessés graves pour que tu viennes devant le tribunal pour rendre compte. Chaque fois que tu vas faire un accident, ta responsabilité sera située. Tu seras appelé à rendre compte devant un juge. Et si c'est une infraction de 5e degré, le procureur même va venir et puis on va te faire ce qu'on doit te faire pour que tu comprennes que nous sommes en train de passer à une autre phase. Donc chez nous, souvent, en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de nouveaux mots. On ne cherche pas à s'en approprier. Et puis, mais moi, ils ne savaient pas que c'était comme ça. Mais justement, c'est ce que Adja dit. Adja dit que voilà, il faut vulgariser, il faut expliquer, il faut en tout cas permettre à la population, surtout nos frères et sœurs qui ne savent ni lire, ni écrit, quoique on ne sait pas comment ils ont appris à conduire. Mais Sermé, avec Adja Non, en fait, je suis très heureux de la démonstration de Maître Camara, mais en même temps, je m'inquiète de la mise en œuvre effective de ce tribunal. Quand on connaît le ratio de juges par habitant par rapport à notre pays, le nombre d'accidents qu'on enregistre par jour, si on doit tenir compte de tout ça là et déférer toutes ces personnes devant un tribunal, est-ce qu'on aura la capacité de pouvoir conduire ces procès à bon port? Vous et moi, on dit exactement la même chose. Nous disons, on a décidé dans une stratégie nationale de sévir contre l'incivisme sur les routes pour améliorer la sécurité routière. Je dis qu'une fois que nous avons dit ça, c'est pour ça que j'ai parlé de tests d'alcool, de permis à point, etc., qu'il faut se donner les moyens matériels pour y parvenir. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, je suis du corps judiciaire, je dis qu'on n'a pas assez de juges. On va venir augmenter ça. Il faut recruter encore des juges. Je le reconnais. Je le reconnais. De mon point de vue, on n'en a pas assez. Mais en même temps, avec les perspectives, les nouveaux tribunaux qui sont en train d'être mis à Benjerville, à Port-Boué, qui vont s'ouvrir, à Bobo, etc., on va y arriver. Je veux dire, ça rentre dans un cadre global. Je dis simplement que cette stratégie doit s'accompagner avec des éléments effectifs et j'ai confiance au gouvernement en tout cas pour sa mise en œuvre. Ils nous ont déjà montré sur certains points que quand ils disent, ils peuvent aller jusqu'au bout et je pense sincèrement que dans ce cadre-là, pour sauver 1000 vies, pour pouvoir sauver autant de vies, faire ça serait une très bonne chose. Alors justement, Adja, moi, je me dis, la communication. Il faut que tous les acteurs jouent leur partition. Je prends un exemple. On dit, donc, on va conduire des éthylotests, donc aller voir le taux d'alcoolémie dans le sang d'un individu qui est au volant. Pendant que dans les gares routières, on sait tous qu'il y a des substances dangereuses qui se vendent. Il y a toutes ces boissons, ces jeunes gens qui prennent leur... Mais à part la boisson, il y a également la drogue. Parce que, en fait, c'est tout cet environnement. Qu'est-ce qu'on fait de cet environnement? Qu'est-ce qu'on fait de l'utilisation de ces substances dont on connaît très bien l'existence? Surtout qu'on voit au marché d'Adjamé, un peu partout, on voit que les gens consomment. Je vais dire qu'il faut, dans la mise en œuvre, il faut intégrer toutes les réalités qui ont cours dans ce processus. Si vous attendez simplement de gérer les accidents,
il faut prévenir. Et prévenir, c'est assainir, par exemple, les gares routières. Avec, je pense que toutes les instances du milieu des transports et tout ça, il faut que cela soit partie prenante pour déjà commencer à sensibiliser, à traiter, assainir déjà les gares pour que ce soit des véritables opérateurs économiques dans un environnement sain. Ouais. Parce que tant qu'on va rester dans cet environnement d'insalubrité et autres, d'insécurité, on ne pourra pas justement atteindre les objectifs. Et les transporteurs sont de gros acteurs de cette stratégie. Et en même temps, ils sont aussi des victimes. Donc, l'un mis dans l'autre, il faut faire en sorte que tous ceux qui sont impliqués jouent leur partition. La stratégie, elle ne doit pas être simplement pour les particuliers. Non, elle doit être pour tous les acteurs et tous ces acteurs-là du milieu des transports. On doit commencer déjà à assainir le milieu, le cadre de travail, les responsabiliser, les éduquer, hein? À leur donner cette éducation routière. Quand je suis au volant, qui je suis? Donc il y a tout un travail à faire. Inch'Allah. Je pense que on va faire un tour de table. Il nous reste 3 minutes pour aborder le troisième sujet. Adja, vous avez parlé de la sensibilisation à chantier et puis mettre l'homme au cœur de cette stratégie. Il y a également, je crois, 3,5 milliards pour renouveler le parc auto à près de 500 véhicules. Je pense que c'est des bonnes choses. Un tour de table, maître. Oui, on le dit, hein, moi je suis bien heureux de l'expression utilisée. On a bien dit stratégie. Parce que ça implique beaucoup d'acteurs. Adja l'a dit, il y a les transporteurs, parce qu'on a vu par exemple que l'accident, le très grave accident Yam Sokro, il y avait, voilà, dans certains pays, le conducteur de gros camions par exemple, quand on le contrôle, on a besoin de savoir combien d'heures il a roulé, et s'il a dépassé le nombre d'heures après lequel il doit se reposer, il risque gros. Je veux dire, on n'en est pas encore là, mais je veux dire, dès lors qu'on a parlé de stratégie et que ça doit prendre en compte tous ces aspects-là, cette stratégie peut aller dans le sens de l'amélioration du cadre juridique, parce qu'il faut déjà qu'on puisse, voilà, dans le cadre juridique, ça peut aller plus loin. Les amendes qu'on perçoit aujourd'hui, on peut en faire une affectation dédiée, comme on le fait par exemple pour le fonds d'entretien routier ou d'autres. On peut dire clairement que toutes les amendes qu'on perçoit par exemple dans le cadre de ces infractions-là vont servir exclusivement, au lieu qu'elles aillent dans les caisses de l'État pour servir à autre chose, mais vont servir exclusivement par exemple à améliorer, à augmenter les fonds de la stratégie globale de sécurité routière, etc. Je veux dire, il y a des possibilités. En tout cas, ça, c'est une bonne proposition. Voilà. Sermé, ça coûte combien? Ça va coûter combien tout cela? Ben non, je pense que moi, je n'ai pas une idée exacte. La procédure est enclenchée. Après l'étape du gouvernement, il faut passer donc à l'Assemblée nationale et au Sénat pour adopter. Mais je pense que le plus important pour moi à retenir, c'est qu'il y a une initiative qui est prise et qui est lancée. C'est le plus important. Il faut aller étape par étape. Je me souviens quand on a lancé encore cette idée de vidéo-verbalisation, il y avait pas mal de critiques, mais on a dit, mais attends, on part déjà avec un projet pilote dans le district d'Abidjan et avec le point qui sera fait, on essaie de voir comment étendre, n'est-ce pas, ce projet à l'ensemble du pays. Et aujourd'hui, je pense que le projet est en cours à Yamoussoukro et à Bouaké en vue de l'extension de cette stratégie de vidéo-verbalisation. Inch'Allah, on complète pour dire que l'extension de la vidéo-verbalisation aux axes routiers interurbains accidentogène, oui, et l'acquisition urgente de radars mobiles en attendant l'installation complète du STE. Messieurs, c'était le deuxième thème de notre point hebdo. On va faire une transition pour se retrouver pour aborder la dernière partie de cette émission point hebdo sur la télévision albayane. 193 Bouquet Canal et 793 de StarTime, sans oublier nos plateformes, à savoir Facebook et Twitter, et également notre application IP. Bienvenue sur la plateforme de la première radio-télé IP de Côte d'Ivoire. Mon nom est Albayan. Vous avez votre téléphone ou votre tablette. Albayan vous offre la totale. Un seul clic et le monde de l'information vous est gracieusement ouvert. Ici, c'est du 100% gratuit.
Sur Android, allez vite avec ce petit clic de quelques minutes pour télécharger depuis Play Store le All-in-One d'Al Bayan. Vous avez un iPhone, c'est aussi facile que tout. Un seul clic. Depuis Apple Store pour télécharger gratuitement votre joyau, l'application mobile d'Al Bayan. J'ai dit All-in-One, le tout en un. Oui, Al Bayan vous offre en live Direct TV en continu. Télévision Al Bayan, la chaîne de l'islam éternel pour l'éternité. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue, vous êtes sur la télévision Al Bayan. Et faites télécharger l'application All-in-One d'Al Bayan sur Play Store ou Apple Store et restez connectés à tout moment, partout et sur tout support. Je suis Al Bayan, la première radio télé-IP de Côte d'Ivoire. Alhamdulillah. Télévision Al Bayan, la chaîne de l'islam éternel pour l'éternité. Voilà, retour sur ce plateau dans le studio modélable de la télévision Al Bayan et vous suivez Point Hebdo, notre magazine d'information sur la chaîne de l'islam éternel pour l'éternité. On a parlé de la conférence internationale de Nouakchott avec le discours du Cheikh Aïma Ousmane Diakité, sans oublier d'évoquer ce thème important pour la Côte d'Ivoire, la lutte contre l'incivisme. Nous abordons maintenant le troisième sujet, c'est bien évidemment la situation de trop avec l'enlèvement des enfants grâce à Sermé. On a eu l'information hier, elles ont été libérées, alhamdoulilah, mais le pays continue d'être en crise depuis 2014 avec la situation sécuritaire précaire. On va suivre cet élément de nos confrères de la VOA. C'est une population désabusée, hein, la peur au ventre, choquée par cette affaire de femmes enlevées, parce qu'il faut le dire, c'est quelque chose d'inédit depuis donc le début de la situation, de l'avènement du terrorisme au Burkina. C'est une première, des femmes enlevées en masse de cette façon. Et donc, c'est vraiment le choc, c'est l'inquiétude. Les populations se demandent si on est en train d'assister à un tournant, justement, dans la stratégie des groupes terroristes. Et donc, elles donnent de la voix, ces populations-là. Rien qu'aujourd'hui, les populations au niveau de la ville d'Arbinda ont manifesté pour réclamer justement un ravitaillement de la localité en vivres. Appel visiblement entendu, puisque quelques heures après, justement, il y a eu un ravitaillement par voie aérienne. Alors, Adja, est-ce que ces terroristes ont changé ils changent à chaque fois de tactique avec cette guerre asymétrique? Il faut savoir que changement de tactique, je n'oserais pas le dire. Je vais dire certainement que c'est différents systèmes qui sont en train de déployer. Vous savez que l'économie terroriste se nourrit d'un certain nombre d'éléments, se nourrit de différents trafics, se nourrit de soutien financier d'organisations ou alors d'entités morales ou physiques qui épousent leurs idées, donc qui leur apportent le soutien, mais se nourrit aussi donc de paiement de rançon. Donc ça fait partie aussi des éléments sur lesquels qu'ils utilisent justement pour pouvoir mener leurs actions. Il faut savoir aussi que la question de la femme dans ces crises-là est centrale. Peut-être que, comme on le dit en avançant, ils adaptent par rapport soit à des besoins qui naissent ou alors qu'ils évoluent en puissance par rapport à leur stratégie qu'ils ont définie. Ces femmes ont été retrouvées. L'armée n'a pas donné plus d'informations. On a juste noté qu'elles ont été retrouvées et que l'armée se garde après de fournir plus d'informations. Pour l'heure, ce qu'on peut noter, c'est que dans d'autres crises, notamment, on a tous en mémoire, en 2014, avec l'enlèvement de 276 jeunes filles donc de Chibok au Nigeria, eh bien, il a fallu cette situation justement pour ameuter le monde entier. Nous avons vu des grandes personnalités politiques, artistes et tout cela qui se sont mobilisés. Donc, la question de la femme dans ces crises-là, elle devient centrale. Lorsque vous touchez à la femme, vous touchez à la communauté, vous touchez au cœur des communautés. Et vous noterez que depuis 2014, le Burkina se bat. Oui. Je ne dirais pas seul, mais c'est tout comme.
Mais cette réaction, cet enlèvement-là a amené jusqu'à l'ONU à clairement marquer une position. Donc, l'enlèvement de ces femmes, c'est une stratégie. Et vous savez que ces groupes rivaux aussi ont besoin de se positionner. Donc, en termes de qui est qui. Et ça leur permet donc de faire de la communication, d'attirer davantage l'attention sur eux, mais surtout de porter atteinte au moral des communautés, de porter atteinte au moral des populations et de mettre la pression sur le gouvernement. Vous avez vu, il y a eu juste après cet enlèvement, les populations sont sorties pour dire, pourtant ils étaient paisiblement, c'est vrai que paisiblement c'est relatif, mais elles essayaient donc de survivre, c'est pour ça qu'elles sont parties, aller chercher de quoi manger, alors qu'elles attendaient un ravitaillement qui vient irrégulièrement. Mais aujourd'hui, on dit non, on ne veut plus se mettre en danger, on en met la pression sur le gouvernement, donnez-nous les ressources qu'il nous faut pour pouvoir nous nourrir correctement. Donc c'est une stratégie qui est menée dans tous ces conflits-là, où la femme, elle est victime, mais on verra aussi, et peut-être qu'on aura le temps d'en parler, où aussi elles sont actrices. Mais dans ce cadre-là, ce sont des victimes, mais c'est surtout, ça fait partie des éléments qui nourrissent en fait ces guerres terroristes. Alors moi je parle de tactique, parce que comme elle a dit, on a vu cela au Nigeria, également avec ce qui s'est passé il y a 2 semaines ou 3 semaines, avec l'assassinat de 27 à 25 personnes d'une communauté que nous n'allons pas citer. La situation s'effrite au fur et à mesure au Burkina avec l'enlèvement de ces femmes qui ont été, alhamdoulilah, libérées. À quoi peut-on penser encore au pire pour ce pays qui malheureusement n'arrive pas à s'en sortir, Sermé? Oui, malheureusement, depuis 2015, le Burkina est en proie donc au terrorisme. Et je pense qu'à travers ces enlèvements, c'est un message que ces groupes terroristes envoient au pouvoir du Burkina Faso. On a vu récemment le capitaine Ibrahim Traoré aller lui-même sur le terrain, rassurer ses hommes, rassurer la population. Et quelques jours, on assiste donc à l'enlèvement de 62 femmes avec 4 bébés. Ensuite, il y a eu la nuit d'avant des attaques ciblées qui ont tué un peu plus de 30 personnes, dont des VDP, c'est-à-dire que les volontaires, parce que l'État a lancé donc une opération de recrutement des volontaires, et beaucoup l'ont été. Et le président, avant-hier, était à l'université Joseph Kizerbo pour rencontrer les étudiants, les jeunes, leur expliquer les enjeux du moment, etc. Donc, dans ce contexte, quand il y a ces faits, c'est un signal que ces groupes terroristes donnent au pouvoir de Ouagadougou. Attention, nous sommes encore là. Et moi, je voulais particulièrement me réjouir. Quand on fait une rétrospection pour voir un peu le mode opératoire de ces groupes et la durée, justement, quand on arrive à prendre des personnes en otage, cette fois-ci, ça n'a pas trop duré. Je pense que les jours à venir, nous situerons un peu plus sur ce qui s'est réellement passé. Trouver 62 personnes qui ont été enlevées saines et sauf, qui revenaient à Ouagadougou. Je pense que l'armée est en train d'interroger ces femmes, ces victimes, etc. Et puis, bon, mieux comprendre et pouvoir éventuellement communiquer sur ce qui doit l'être. Mais nous sommes sûrs que ce n'est pas sur tous les aspects qui vont faire l'objet de communication, parce qu'il y a également la stratégie sécuritaire dont ils vont tenir compte. Alors, monsieur, avant de faire un dernier tour de table, on va suivre cet élément chaque fois, sur encore cette affaire qui a malheureusement qui continue de faire peur au Burkina. On va suivre cet élément. Sur ces images de la télévision du Burkina Faso, des militaires accueillent 62 femmes et 4 bébés. Ces Burkinabés viennent d'être libérés après avoir été enlevés par des djihadistes. Les victimes vont être interrogées par l'armée qui enquête sur l'identité des kidnappeurs. Jeudi et vendredi dernier, ces femmes avaient été enlevées dans les alentours d'Arbinda au Sahel, région sous blocus de troupes djihadistes. Elles étaient sorties de leur village pour aller chercher à manger. Cette Burkinabé était parmi elles et avait réussi à s'enfuir. Les victimes ont été retrouvées à 200 km au sud de leur village. La radio-télévision du Burkina évoque une opération des forces armées sans fournir plus de précision. Merci. On va écouter Maître. On va faire un tour de table rapide sur, malheureusement, ça... Ce que je veux dire, c'est que... D'abord, c'est féliciter les forces armées
burkinabés qui ont réussi à les retrouver toutes saines et sauves. C'était pas évident. En matière de prise d'otages, c'est très compliqué. Mais mon interprétation de ça, l'objectif pourrait être de dire les hommes et les jeunes ne sortent plus des villages pour cultiver les champs, pour aller chercher à manger ce qui était leur rôle traditionnel dans les sociétés rurales. Le message que nous vous passons, c'est que même les femmes qui sortent pour aller chercher à manger pour venir nourrir tout le monde là, elles aussi, elles sont désormais en danger. Ça rentre dans une stratégie de pourrissement total. Parce que jusque-là, on s'est dit, quand c'est les hommes, on épargnait les vieillards, on épargnait les bébés. On s'attaquait aux hommes actifs, on s'attaquait aux jeunes. Maintenant, on dit, les hommes et les jeunes ne sortent plus pour ne justement pas créer de difficultés. Les femmes prennent leur courage à deux mains, elles sortent, elles vont cultiver, elles vont chercher à manger pour revenir. Parce qu'on s'est dit que jusque-là, les djihadistes les ont épargnés parce que ce sont des femmes. Les terroristes. Les terroristes les ont épargnés parce que ce sont des femmes. Et là, maintenant, quand on procède à leur enlèvement, c'est un enlèvement de masse. L'idée, c'est de dire, désormais, personne ne doit sortir même pour aller chercher à manger. Parce que même les femmes, si elles sortent, peut-être que nous n'allons pas les tuer, mais nous allons les prendre en otage. Et ça revient à la même chose. Donc, cet aspect, pour moi, est un tournant. Le fait que désormais, ils s'en prennent aux femmes, qui ont même des bébés, pour moi, est un tournant dangereux et dramatique, auquel il va falloir trouver une solution pour s'adapter, parce que si personne ne peut plus sortir, il ne peut plus y avoir aucune activité commerciale, il ne peut plus y avoir aucune activité agro-pastorale, finalement, ils auront obtenu les résultats qu'ils souhaitent obtenir, nous paralyser dans le fonctionnement du pays, paralyser l'économie, paralyser la société, ça même dans certains cas tirer même un coup de fil, un coup de feu. Et ça, de mon point de vue, c'est dangereux. Il y a une minute, la conclusion sur cette affaire. Voilà. Alors, sur cette affaire, j'avoue que cette question d'enlèvement des femmes pose un énorme problème. Comme on l'a dit, le fait qu'on les retrouve saines et sauves peu de temps après, ça peut être juste un signal. Ça peut être peut-être une impréparation de ces personnes-là, parce que quand vous enlevez des personnes en masse, après la logistique, pour pouvoir en faire ce que vous voulez, ça c'est peut-être qu'on prie Dieu que ce soit la dernière. Amen. Mais si tel n'est pas le cas, ça veut dire que peut-être que cette fois-ci, il y avait eu de l'impréparation et que s'il y a d'éventuelles prochaines fois, peut-être que la stratégie sera plus affinée. Prions-là qu'il n'en soit pas ainsi. Amen, amen. Mais les femmes, comme on le dit aujourd'hui, elles sont terrorisées et c'est toute la communauté, c'est tout le pays aujourd'hui qui remet, on pensait pouvoir plus ou moins voir dans quel sens on allait, mais là on est en train de redistribuer les cartes et ça fait qu'effectivement ça donne une autre dimension de cette guerre-là. Ce que je peux dire pour terminer, c'est qu'il est important que cette crise, que ce soit au Burkina, au Mali, qu'il y ait une véritable solidarité. Une véritable solidarité, je dirais, africaine d'abord et mondiale. Inch'Allah, voilà. On l'espère. Oui, j'emboîte le pas à Adja parce que, voyez-vous, quand il y a eu cette situation, elle a suscité la réaction de toute la communauté internationale, notamment les Nations Unies, qui considèrent les femmes et les enfants comme des êtres vulnérables. Donc, au nom de cette vulnérabilité, tout le monde est intervenu pour condamner. Mais il faut passer à l'acte maintenant de solidarité et de soutien, parce que ces pays en ont besoin. Et là, je pense que c'est un signal fort qui a été donné. Donc, il ne faut pas attendre demain que ça se répète pour venir condamner et faire de grandes déclarations. Il faut passer à l'acte, il faut venir soutenir ces pays au niveau africain et au niveau mondial. Inch'Allah, on l'espère bien que la communauté internationale, notamment l'Union africaine et la CEDEAO, prendront leurs responsabilités vis-à-vis de cette nébuleuse. Merci, Sermé Lassena, merci, Maître Camara, merci Adja. Et nous vous souhaitons un bon week-end et bon repos chez vous. Merci à tous nos techniciens, journalistes et éditorialistes qui ont travaillé sur
ce projet réalisé par Babou Sissé. Nous avons une pensée pieuse pour notre frère et ami fidèle de cette émission, Paré Ahmed Dizoro, qui a été rappelé à Allah subhanahu wa ta'ala brusquement le lundi dernier. Frère, à bientôt, nous nous retrouverons au paradis et qu'Allah vous fasse miséricorde. Wa akri da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.